Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier la place des mathématiques dans le trading. Ça peut être un sujet de grand oral de mathématiques pour le bac. D'ailleurs, c'est un étudiant qui m'a posé la question sur mon avis sur ce sujet. J'en ai fait un article et une vidéo. Je vais me baser sur cet article et je vous invite grandement à lire l'article sur le blog tradingattitude.com. S'il y a une remarque, un ajout ou une modification à faire, je le ferai sur l'article. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Donc la place des mathématiques dans le trading et la finance est très importante. C'est même la base et je découperai, c'est peut-être une idée de plan mais en fait je ne suis pas très sûr. Il y a trois aspects, il y a le trading de ce que je vais appeler les traders du dimanche, donc analyse technique, il y a l'ingénierie financière, et lié à cela, toute l'analyse fondamentale qui permet aux investisseurs d'investir, mais à certains traders aussi de trader sur le moyen long terme, et la finance théorique ou la finance des marchés. Alors le trader du dimanche, lui, il va se baser sur d'une part les patterns chartistes, mais aussi des indicateurs, et la plupart des indicateurs fonctionnent à partir de moyennes mobiles. Alors, une moyenne mobile, c'est une moyenne glissante. Donc c'est une formule mathématique très simple. Voilà, c'est une formule de ce type-là. On prend par exemple une moyenne mobile sur 3 jours, on prend les prix des 3 derniers jours et on divise par 3. Il y a aussi des moyennes mobiles exponentielles où la formule est un peu plus compliquée et d'autres types de moyennes mobiles. Voilà, c'est très simple et ce sont des mathématiques. Après, moi j'utilise aussi des concepts mathématiques comme la pente des tangentes à la courbe, qu'on peut associer à une dérivée. J'ai fait un article à ce sujet. Donc je vous invite à le consulter, il y a plein de choses. Et je vous explique en fait ma vision des choses qui consiste en fait à essayer de lisser les prix d'une action pour la rendre plus ou moins continue et dérivable. La dérivabilité, c'est avoir un moyen de calcul de la pente de la tangente. Donc si on sait que la tangente va dans une certaine direction avec une certaine pente, on peut localement prédire la position des prix futurs sur un court laps de temps. Alors les traders du dimanche font aussi des robots, ils peuvent programmer des robots avec des algorithmes très simples et des indicateurs simples. Donc on peut programmer des robots sur les logiciels ProRealTime, TradingView et MetaTrader. Au passage, avant d'aller plus loin, si pour le grand oral vous vous intéressez à la bourse, eh bien je vous conseille vivement, comme vous êtes jeune, de vous former au trading, principalement l'analyse technique. C'est vraiment une discipline très intéressante et qui peut être très rémunératrice, surtout que le temps joue pour vous. Donc formez-vous. En haut de la page du blog, vous avez un petit formulaire, inscrivez-vous et vous allez, en plus de ces 20 fiches outils, en fait, je vous en offre 160, vous avez une formation sur 30 jours et vous saurez au bout de 30 jours tout ce qu'il faut savoir sur la bourse et le trading. Donc n'hésitez pas, vous n'êtes pas arrivé sur ce blog par hasard, il y a quelque chose qui s'appelle les synchronicités. Saisissez cette chance de pouvoir vous former et je propose des indicateurs assez intéressants. Deuxième exemple de la place des mathématiques dans le trading, c'est les mathématiques financières. Alors les mathématiques financières, ça se base essentiellement sur l'actualisation des flux financiers. Alors c'est quoi l'actualisation des flux financiers? J'avais fait un article là-dessus. Si on représente les flux financiers, alors dans le cas d'une action, c'est les revenus et les charges d'une entreprise. Les revenus, c'est noté positif, les charges, c'est noté négatif. Et on met ça sur une flèche horizontale qui représente le temps. Les ingénieurs financiers veulent connaître la valeur de ces flux, qui sont dans le futur, à la date d'aujourd'hui. Donc il y a des formules. Et en gros, ça consiste à prendre un flux futur, donc c'est F, et le diviser par 1 plus R, c'est le taux d'intérêt sans risque, à la puissance N, N c'est le nombre d'années ou de mois ou d'unités de temps. En fait, ça revient à dire, voilà, si j'ai une somme, qui est cette somme-là, aujourd'hui, si je la place à un taux d'intérêt R, ça va me donner une somme F dans le futur. Donc ça fait intervenir les intérêts composés. Donc je vous invite à aller voir cet article. Cet article est orienté
calcul du rendement d'un projet immobilier. Donc c'est très intéressant et je vous conseille d'aller le voir. Donc toute l'ingénierie financière est basée là-dessus. Ça permet de calculer la valeur des obligations, etc. Et surtout d'évaluer des entreprises et donc connaître, savoir quel est le bon prix, le juste prix d'une action, de l'action de la société. Alors il y a plusieurs modèles qui ont été inventés. Un des plus connus, c'est le modèle Gordon-Shapiro. Donc la formule, c'est celle-ci. Ça prend en compte les dividendes, le taux de rendement attendu pour l'actionnaire et le taux de croissance du bénéfice brut par action. Il y a aussi le modèle de Bates, qui est un autre modèle. Et je vous ai mis un lien vers Wikipédia qui vous explique un peu tous les différents modèles qu'il peut y avoir. C'est un sujet vaste, mais l'inconvénient que cela a, c'est que dans tous ces modèles d'évaluation, on actualise des revenus, des flux futurs. Et là, le problème, c'est que on ne connaît pas le futur. Et encore moins les flux que l'entreprise recevra ou déboursera dans le futur. Il faut avoir conscience de ça. C'est vraiment basé sur de l'à peu près. Et parfois, on a des surprises. C'est pour cela que je ne fais pas trop confiance à l'analyse fondamentale, parce que tous ces modèles sont utilisés en analyse fondamentale, en bourse, et on s'en sert pour essayer d'évaluer le prix de l'action. Et si sur les marchés, le cours de l'action est supérieur, eh bien on va dire que l'action est surévaluée. Si au contraire, sur les marchés, le prix de l'action est inférieur à sa valeur théorique, eh bien on va conseiller d'acheter l'action en bourse et on va attendre que le vrai prix en bourse retrouve le niveau du prix théorique. Mais cela n'arrive pas toujours. Donc moi je préfère en fait les outils du trader du dimanche avec l'analyse technique qui, pour moi, sont plus efficaces, surtout sur du court terme, parce qu'ils marchent aussi sur du court terme, sur quelques secondes, quelques minutes. Mais c'est une autre histoire. Donc ça, c'était les mathématiques financières. Ensuite, il y a la finance théorique ou la finance des marchés. Alors c'est un sujet très vaste et compliqué. J'ai classé ces trois aspects de la place des mathématiques dans le trading par ordre croissant de complexité. Alors là, la finance théorique ou la finance des marchés, ou encore la finance quantitative, c'est le plus compliqué. Si vous voulez suivre des études de finance, vous pouvez aller dans cette direction et devenir par exemple quant, ingénieur en finance quantitative. Alors à l'époque, il y a quelques années, le plus renommé en France était le DESS El Karaoui. C'est vraiment très pointu en mathématiques. Si vous voulez vous y intéresser ou même vous former, aller dans ce domaine-là, il y a trois séries de bouquins super intéressants et qui sont les références. Vous avez le Paul Wilmot. Voilà, donc c'est une série de 3 bouquins. Alors oui, c'est un peu cher. En fait, c'est toute la série des bouquins là. Il y a 1500 pages. Donc ça, c'est les 3 bouquins et les 3 sont à 200 €. C'est un coffret avec 3 jolis bouquins. Et il y a tout sur la finance quantitative et en plus, c'est super bien expliqué. Ensuite, il y a les livres de John Hull. Surtout celui-là. C'est un gros pavé, hein. Donc ça, c'est en français. Je vous conseille plutôt l'édition originale en anglais. Mais bon, c'est pas trop mal traduit. Je crois que je l'ai en français, moi. C'est aussi la référence. Enfin, franco-français, il y a La finance de marché par Roland Porté et Patrice Poncet. Ça aussi, c'est la référence. Et là, c'est un seul pavé de 1300 pages. Avec ça, si vous tapez ces bouquins, vous êtes un spécialiste de la finance quantitative. Alors, les bases de la finance des marchés, eh bien, c'est basé sur le mouvement brownien et la marche au hasard. L'hypothèse de base, c'est que les marchés financiers, les cotations de prix d'actifs financiers sont basées sur le hasard. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Alors, il y a une partie de bruit, le mouvement brownien, et une partie de dérive, qu'on appelle le drift. Mais toute l'étude de ces marchés a été faite sur les mouvements browniens et les processus stochastiques. Donc une fois qu'on a enlevé le drift, la dérive, la tendance si vous voulez, on va étudier ces processus stochastiques. Alors un processus stochastique, c'est quoi? C'est l'évolution à temps discret ou continu d'une variable aléatoire. Et cette variable aléatoire, dans notre cas, c'est le prix d'un instrument financier. Alors il y a beaucoup de choses, hein, je ne les aborde pas toutes, mais il y a le principe de chaîne de Markov, de martingale, et le lemme d'Ito. Aussi les processus de Poisson. Poisson, c'est pas le poisson, mais c'est un monsieur qui s'appelait Poisson. Je vous ai mis des petits liens
vers d'autres articles, mais vous pouvez chercher aussi dans Wikipédia. Un processus de Markov, c'est un processus dont la valeur suivante ne dépend que de la valeur actuelle et pas de l'historique antérieur. Donc ça, c'est la théorie financière. En réalité, c'est faux. C'est faux parce que ça fait quelques années que je m'intéresse à l'analyse technique et que j'ai testé des tas d'indicateurs. L'évolution future d'un cours de bourse, ou du forex, ou de crypto, dépend fortement de ce qui se passait avant. Il y a le retour à la moyenne, il y a les tendances, bien sûr. Alors, un seul bémol, c'est que quand ils disent ça, quand ils écrivent ça, c'est qu'on est dans le cadre du processus stochastique, c'est-à-dire qu'on a enlevé la tendance. Mais même avec ça, dans les prix, il y a des cycles. Et quand on est en bas de cycle, eh bien, la probabilité pour qu'on remonte, d'abord qu'on revienne à la moyenne, elle est forte. Donc c'est pas tout à fait exact, mais c'est une modélisation, une approche plus ou moins exacte de l'évolution des prix quand on enlève la tendance. Tout ça, c'est super intéressant, hein. Je vous invite à consulter les bouquins ou des sites où on vous explique tout cela. J'essaierai de faire des articles et des vidéos pour expliquer ça. Tout cela, ça aboutit à une grosse révolution en finance des marchés qui est la formule de Black-Scholes. C'est une formule qui a cette tête-là. Bon, c'est pas la meilleure, voilà, c'est pas la meilleure représentation. Voilà, voilà, ça c'est mieux. C'est lié à des courbes normales, hein. D'ailleurs on a n ici, donc cette formule-là. Et ça permet aux professionnels d'évaluer la valeur potentielle d'un produit dérivé, et notamment les options. Et ça a été à la base de la création d'énormément de produits qu'on appelle les produits dérivés. Donc ça, c'était dans les années 80. C'est là où la finance a explosé et que des tas de traders ont gagné énormément d'argent en spéculant, grâce à des produits dérivés, sur des produits comme des actions et des commodities. Aujourd'hui, le volume total des produits dérivés est bien supérieur à celui des actions, des commodities, infiniment supérieur à celui des cryptos et de l'or. En fait, si vous voulez, c'est comme si on spéculait sur un marché qui vaut 1000 euros avec des produits qui valent 1 milliard. C'est-à-dire que si on devait rembourser à tout le monde l'argent qu'on doit, eh bien, il n'y aurait pas assez d'argent physique pour rembourser tout le monde. Donc c'est très dangereux, ça aboutit notamment à la crise des subprimes. Mais c'est pour vous dire que c'est très important en finance. Et donc tout ça, c'est basé sur les mathématiques. Alors, il y a des spécialistes de ces algorithmes et de ces formules mathématiques qu'on appelle des quants, des ingénieurs spécialisés en finance quantitative. On les appelle des quants et ils sont chargés dans les institutions de construire des algorithmes de trading. Alors, ça se fait souvent par de l'arbitrage et avec l'évolution des ordinateurs, on a inventé le high frequency trading. Ce sont des robots de trading qui, par exemple, vont manipuler le carnet d'ordre ou examiner des possibilités d'arbitrage entre deux marchés sur une même action pour essayer de grappiller quelques centimes au passage sur de gros volumes. Ça peut faire beaucoup d'argent, mais en fait, on ne gagne pas beaucoup chaque fois. Alors, il y a des possibilités de faire de l'arbitrage en tant que trader du dimanche, entre les dérivés, les futurs et le marché cash, mais on gagne petit chaque fois. Comme quand on manipule le carnet d'ordre, il faut être très très rapide, puisqu'en fait ils vont aller regarder des ordres ou simuler des ordres pour voir qui veut les acheter et ils l'annulent tout de suite après. Donc il faut être très très rapide. Et donc il faut être près d'un nœud du réseau électronique, du réseau de trading avec le protocole fixe. Et ce ne sont pas des humains ni des logiciels, mais des cartes électroniques carrément qui ont des algorithmes de trading écrits dans des puces électroniques. Avec ça, il y a aussi et ça c'est nouveau, des data scientists, donc c'est des ingénieurs qui sont spécialistes de la manipulation de la donnée, et des spécialistes de l'intelligence artificielle qui s'intéressent aussi au trading. Alors il faut savoir que la data science et l'intelligence artificielle, notamment les réseaux de neurones, c'est essentiellement basé sur les mathématiques, c'est des pures mathématiques. D'ailleurs, il y a beaucoup de mathématiciens qui ont gagné beaucoup d'argent en inventant des modèles. Donc il y a d'une part l'intelligence artificielle avec les réseaux de neurones et le deep learning, et d'autre part il y a aussi la data science simple, qui va utiliser par exemple les séries de Fourier, donc un autre outil mathématique, pour essayer d'analyser les prix des actions ou des actifs financiers et essayer de les prédire. Voilà, pour l'instant ça marche pas bien.
et on verra ce que ça donnera dans l'avenir. Alors pour votre plan, vous pouvez très bien demander à ChatGPT. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai demandé de me construire un plan pour un exposé de 15 minutes sur la place des mathématiques dans le trading. Et voici ce qu'il m'a répondu. Donc une introduction, les fondements mathématiques du trading. Alors, il parle de l'analyse technique, les modèles mathématiques, notamment parler des processus stochastiques. C'est ce qu'il y a plus haut dans l'article. Les probabilités. Pour ça, on peut utiliser, j'ai mis des remarques un peu plus loin, la méthode de Monte-Carlo. Ensuite, 3, les stratégies de trading basées sur les mathématiques, donc l'arbitrage. Vous cherchez sur Internet ce que c'est donc les écarts de prix entre différents marchés pour une même action, par exemple. Les algorithmes de trading. Alors, par exemple, parler des réseaux de neurones, les algorithmes génétiques ou des algorithmes mathématiques, comme dans les algorithmes du trader du dimanche, avec les moyennes mobiles. D'ailleurs, dans la partie analyse technique, vous pouvez parler de la moyenne mobile. Optimisation du portefeuille, alors ça j'en ai pas parlé, mais il y a des méthodes de gestion de portefeuille. CAPM, la théorie moderne du portefeuille, la méthode APT. Il faut chercher un petit peu. Bon, il a prévu 5 minutes, donc c'est très court, hein. Faut pas s'étendre non plus. Ensuite, les défis et les limites des modèles mathématiques en trading. Alors il y a la volatilité des marchés, donc c'est compliqué, je sais pas trop quoi mettre là-dessus. Et le risque de surajustement, alors je sais pas trop ce qu'il veut dire, mais en fait, quand on a un algorithme de trading, donc on l'entraîne, c'est vrai avec aussi les réseaux de neurones, on les entraîne pendant un certain temps, sur une certaine durée, sur une période de données, et après on teste ce qu'ils valent sur de nouveaux cours, de nouvelles cotations. Et donc si on entraîne l'algorithme ou le réseau de neurones sur un court intervalle, il ne saura pas s'adapter à des situations très diverses. Donc il faut l'entraîner sur beaucoup de données. C'est pour ça qu'on parle du big data et du deep learning. Il faut entraîner les algorithmes et les réseaux de neurones sur un grand nombre de données. Or, le problème en bourse, en finance, c'est qu'on n'a pas un historique si long que ça en fait. Et on a peu de variations diverses. Par exemple, on a sur les actions, même les actions qui existent depuis longtemps, on a de longues périodes de hausse, mais on a très peu de cracks. Et c'est là que les algorithmes ne marchent pas très bien. D'ailleurs, ce que je viens de dire là, vous pouvez le mettre dans votre exposé. Donc il y a beaucoup de modèles de trading automatiques qui marchent, donc ils marchent sur 2 ans, mais dès qu'il y a un petit crack, eh bien ils perdent tout ce qu'ils ont gagné en 2 ans. C'est ça le gros problème des algorithmes. Et donc une vision purement mathématique et mécanique du trading ne marche qu'un certain temps et dans certains cas ne fonctionne pas. Vous pouvez citer robots de trading en général mis en place par les professionnels qui, lorsqu'il y a un crack, ils s'emballent, ils s'affolent et les marchés plongent beaucoup plus vite que si c'était des humains qui intervenaient. Donc ça peut faire l'objet de cette partie 4b et de votre conclusion. Et dans les perspectives, vous pouvez mettre l'IA avec le bémol dont je viens parler sur en fait la difficulté d'automatiser des choses quand on se base sur des données qui ne sont pas assez complètes et quand on ne peut pas prévoir l'imprévisible. D'ailleurs, je rajouterai dans l'article ce que je viens de dire et aussi le signe noir. Ça peut faire une très belle conclusion. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera. Partagez-le aussi avec vos camarades. Bon courage pour la mise en ordre et la mise en forme de tout ça et puis je vous souhaite plein de réussite. Voilà, n'oubliez pas de vous inscrire à la mailing list, donc c'est en haut, où c'est la petite pop-up qui apparaît quand vous changez de page. Vous pourrez suivre à votre rythme sur 30 jours, donc ça veut dire qu'au bout de 30 jours, vous avez tous les cours. Il y a aussi un résumé PDF à la fin. Vous pourrez apprendre la bourse et le trading à votre rythme, et même si vous êtes un total débutant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos et articles, donc passez plutôt par les articles. Vous allez ici sur la droite, vous avez les catégories là, et vous avez grand oral. Voilà, j'ai 5 articles sur le grand oral avec les vidéos associées. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.